votre rendez-vous culturel et vespéral, Culture l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. On connaît tous la fameuse formule de Baudelaire, un homme bien portant peut se passer de boire et de manger pendant 2 jours, mais de poésie, jamais. Mes invités semblent approuver ou pas, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Sadrina Issani. Madame Issani, bonsoir. Bonsoir Jawad, très honorée d'être parmi vous et vraiment c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour nous de vous recevoir Madame Sadrina Issani. Vous êtes enseignante et poétesse et vous avez plusieurs recueils dans les tiroirs. Cependant, le premier à avoir vu le jour s'intitule Plume vacillante et nous allons avoir le plaisir de le découvrir ce soir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Et puis, la poésie s'exprime en vers, mais aussi en prose. Et ce soir, nous avons un virtuose du vers et de la prose, même s'il ne l'assume pas avec sa modestie coutumière. J'ai l'immense plaisir de recevoir M. Mehdi Adrir. M. Adrir, bonsoir. Bonsoir, Jawad. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré. Vous êtes écrivain, poète. J'ai eu l'immense plaisir de vous découvrir et de vous recevoir avec votre premier recueil de récits en vers, c'est-à-dire ça a été une sorte de recueil de poésie, mais qui était en fait un récit, pardon, qui était aussi un jeu de mots. Ça a été un plaisir de vous découvrir. Plus grand plaisir encore de découvrir votre nouvelle production, et qui cette fois-ci est un récit en prose. On va en discuter plus longuement et on va découvrir ce qu'il y a de particulier dans cette prose. Ce récit s'intitule Estocade. Et il a beaucoup de choses, de caractéristiques, et notamment le fait que l'un des héros du récit, c'est l'ouvrage précédent. Tout cela et bien plus encore, on va le découvrir avec vous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci infiniment, mon cher. Alors, vous êtes modeste, vous êtes aussi très galant, et donc vous permettrez comme à l'accoutumée, vous me permettrez que je me tourne d'abord vers Madame Sadrina Issani et sa plume vacillante. On va revenir sur ce titre qui peut induire en erreur car elle est très vigoureuse, cette plume dite vacillante. Cependant, commençons par le commencement. Même si les amoureux de la poésie vous connaissent à travers les récitals, les salons du livre, à travers les réseaux sociaux, vous êtes relativement peu connu auprès du grand public. Comment êtes-vous venu à la poésie? Alors, de prime abord, je n'étais pas prédestinée pour la poésie. C'est venu avec des événements, et puis après le décès de ma chère mère, à laquelle d'ailleurs vous dédiez un poème. Voilà, ça a été un déclenchement. En fait, c'est comme une sorte de catharsis. Pour moi, faire le deuil, j'ai pas été soutenue moralement, donc ma plume, elle m'a soutenue. Donc j'ai... C'est ce qui l'a rendue vacillante alors? C'est le fait que vous vous êtes arc-bouté sur elle? Voilà. Donc voilà, ça a été un déclenchement pour moi. Et justement, vous abordez plusieurs thèmes relatifs au deuil, à la peur, au temps. On va, la nuit aussi, beaucoup d'autres thèmes. Mais le maître mot, comme chez beaucoup de poètes algériens, nous ne sommes pas vraiment des poètes qui marine dans le spleen et dans le désespoir, comme il est de coutume chez les auteurs romantiques. Quand même, le peuple qui a fait la Révolution de novembre n'est pas un peuple qui est prédisposé à se lamenter, à mariner dans la lamentation. Cependant, nous sommes lucides et nous voyons ce qu'il peut y avoir de tragique dans la vie, mais nous l'assumons pour transformer ce tragique. Et ce qu'on voit par exemple avec l'un des premiers poèmes qui ouvre votre recueil, La peur, où vous dites « Si tu as peur du noir, vêtis-toi de noir, imagine les orphelins qui n'ont plus rien et vivent dans la misère noire. » Exact. Je me mets toujours à la place des autres, surtout les orphelins. Ça me va jusqu'aux tripes. Je me dis, il faut toujours voir les autres, comment ils sont. Après, ça soulage la personne. Et ça permet de relativiser. Ça permet de relativiser. Voilà. Oui, du coup, on se sent petit avec ces petites Tout à fait. misères face au malheur des orphelins. Et on le vit aujourd'hui au quotidien, avec les massacres et le génocide en direct auquel nous sommes en train d'assister. Et puis l'un des thèmes très chers à tous les écrivains, qu'ils soient poètes, philosophes ou romanciers, c'est le temps. Le temps. Et ce temps qui passe et qu'on essaye de capturer. Avec le temps pas, tu s'en vas.
Voilà, et ce temps perdu à la recherche oui, duquel de Proust, voilà, nous partons le fameux tous. Proust. Proust, qui est très cher à Mehdi Adrir, oui. À la recherche, on est toujours à la recherche. Absolument, même si pour Mehdi Adrir, c'est plus le thé que la madeleine, mais on va y revenir. Vous êtes content que je les... Vous ne vous attendiez pas à ce que je vous lise attentivement, mais c'est toujours le cas, notamment, particulièrement avec vous. J'aime beaucoup votre plume, on va y revenir. Et donc le temps dont vous dites, chaque instant que nous passons est compté dans le temps. Les années passent, certains font face, d'autres trépassent. Ouais. Le temps semble rigide, la vie nous rend livide. Le temps devient aride, pesant sous le poids des rides. Bah oui. Profitons du temps offert avant l'âge de nos artères. Oui, bah, il faut aller à fond dans le... C'est une véritable ode à la vie que nous vous proposez. Tout à fait. Ouais, c'est une ode à la vie. Autant il faut profiter au maximum parce que le temps, on dit qu'il nous échappe oui, et nous tue aussi. Certes. Ouais. D'ailleurs, l'adage latin dit au sujet des secondes, c'est une devinette que j'aime bien donner à mes élèves, toute blesse et la dernière tue. Ouais. Il s'agit des secondes justement. Très bien, ouais. Vous parlez aussi des aléas de l'inspiration et c'est pour ça que vous m'avez fait penser à Baudelaire, c'est aussi une des références de Mehdi Adrir, qui lui parlait de la muse malade. Et vous, sur l'inspiration, vous avez un poème qui s'appelle L'âme égarée, où vous dites le cerveau comme un volcan bouillonne, en éruption, longtemps endormi. Dans ma tête, les idées foisonnent durant les longues nuits d'insomnie. Ouais. J'entends comme un écho qui tonne. Écris, Sadrina, écris. Oui, c'est un écho. La nuit, le silence de la nuit me parle. C'est son écho qui me donne cette inspiration. Je dis, écris. Et après, je me réveille et je me dis, c'est l'inspiration. Et j'écris comme ça. Je me dis, allez, va, Sadrina. Et justement, comment se passe le processus de création? Est-ce que c'est quelque chose... Ça vous vient d'un coup? C'est spontané? Alors, contrairement à Mehdi Adrir, on va y revenir d'ailleurs, vous, c'est spontané? C'est spontané, ça vient comme ça. D'ailleurs, ma poésie, elle est libre, donc... Certes, elle est rimée, elle est rythmée. Elle est rythmée, rimée et libre aussi. Cependant, voilà, donc, vous ne vous enfermez pas dans... Je laisse mon inspiration au gré du vent. Oui, et des notes aussi, on va y arriver. Alors évidemment, quand on est poète, quand on est écrivain et qu'on veut partager sa production avec les autres, on ne peut pas ne pas rendre un hommage vibrant au livre, au meilleur ami de l'homme. Khayrul Jalisi Kitab, le meilleur des convives est un livre. Ce livre dont vous dites, le livre est un placebo qui atténue tous les mots. Métaphore et oxymore nous transportent pour un temps vers d'autres rives, d'autres ports. Adoucit la vie un instant. Le livre est notre confessionnal, le livre console et délivre. De mélancolique nous rend jovial, du froid nous épargne le givre. Le livre est une enseigne, il nous guide et nous renseigne. Il est un baume apaisant quand l'œil pleure et le cœur saigne. Exact. Ouais. Le livre, nous délivre. Certes. Donc, c'est notre compagnon, même de solitude aussi. Il nous donne l'aspect, comment dirais-je, enfin, c'est pour atténuer nos maux. Oui. Et puis, prendre aussi du recul. C'est une échappatoire. Prendre du recul et une échappatoire aussi. Hein. C'est un tout. C'est un tout, certes. Ça permet aussi quelque part de nous regarder vivre. Et donc, du coup, d'exorciser un peu ce qui, dans l'immédiateté, nous paraît insurmontable. Ah oui, tout à fait. Vous parlez aussi des rêveries, puisque pour faire des livres, mais pourquoi faire des livres? Pourquoi écrire? Question fondamentale que tout écrivain s'est posée, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et vous dites, mes désirs et mes envies enflamment mes rêveries à l'encre de mes écrits. Mes vers isolés impriment, à travers le rythme et la rime, une vie plus belle et sublime. Mes vers séduisent le cœur, le chargent de douceur et en chassent les rancœurs. Dans le lac des cygnes tuberculés, plongent mes désirs acculés
et renaissent pures et immaculées. Exact. La plume, elle est toujours, elle immerge. Oui, puis surtout, elle sublime la vie. Elle sublime la vie, elle sublime l'auteur aussi. Certes, vous m'avez fait un peu penser à cette citation de Pessoa, que particulièrement, je n'approuve pas tellement, mais lorsqu'il dit « Pourquoi la littérature ? Parce que la vie ne suffit pas ». Voilà. Elle ne suffit pas toujours, elle est toujours constamment à la recherche d'un plus. Alors, on va continuer d'explorer cette plume et cette transcendance que vous opérez grâce à cette plume dite vacillante, mais qui vous a permis de tenir debout, qui nous tient en haleine dans ce recueil. Ouais. Cependant, si vous le permettez, on va se tourner vers un poète qui, lui, bien au contraire, n'attend pas l'inspiration, mais va la chercher et comme le kairos, l'attraper par les cheveux. Mehdi Adrir avec Estocade. On peut parler de récit, cependant c'est un récit en prose, mais où règne d'abord l'ironie et la gouaille, mais ça ce n'est pas nouveau, c'était déjà un premier recueil. C'est un trait de caractère. Oui, cependant, en vous lisant, vous m'avez fait penser à un texte que j'ai découvert dans mon enfance grâce au programme national en langue arabe. Vous m'avez fait penser à un type de texte, c'est ce qu'on appelle le maqama, c'est-à-dire où il s'agit de prose rimée. Voilà, et qui a été rendu célèbre par le fameux Badi' Zaman al-Hamadani. Et en vous lisant, ça m'a tout de suite frappé, ce rythme que vous mettez, cette musicalité que vous mettez, y compris dans la prose. Et du coup, j'ai pensé à Ovide qui disait, son père a voulu lui interdire de faire de la poésie parce que ça ne nourrit pas son homme, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et Ovide disait, mais malgré moi, quand je parlais, je faisais des vers. Est-ce aussi le cas pour vous? Oui. Complètement. Alors dites-nous un peu plus sur la démarche de ce récit. Et ce n'est pas fait exprès, c'est-à-dire que cette écriture-là rythmée, parce que moi je ne maîtrise pas les règles du français classique. Je ne connais absolument rien à la conjugaison, à la grammaire, comme je l'ai expliqué dans le livre. Je fais tout principalement à l'oreille, oui. Même si ça peut paraître juste ou à moitié juste, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que moi j'écoute, j'entends les mots, et ils se parlent entre eux. Des fois, c'est les mots même qui inspirent les mots. Des fois, ça ne part même pas d'une idée, ça part d'une phrase. J'écris la première phrase et les mots s'enchaînent sans que j'ai le contrôle sur le suivant, sur le prochain. Et ça fait une succession de mots qui créent une idée, qui créent une phrase, un paragraphe. Et tout de suite après, je me réveille, je me dis « Ah, j'ai écrit ça !» Alors justement, ce récit-là revient sur... j'ai dit en début d'émission que l'un des héros, il y a deux héros en fait, il y a le narrateur, et on comprend tout de suite qu'il s'agit de vous, et il y a votre premier ouvrage, Pardon. Et donc, ce récit revient sur l'édition de ce premier ouvrage, sur sa parution, et sur l'expérience que vous avez faite de cette parution, qui a coïncidé avec le SILA 2023. Et donc, vous revenez sur cette expérience, et tout auteur qui vous lit revit avec vous cette aventure magnifique, transcendante, avec ses hauts et ses bas, on va y arriver, que peut être pour un écrivain la parution de son premier ouvrage. Alors ce premier livre-là, quand il est sorti, c'était vraiment par un pur hasard. C'était pas prévu qu'il sorte. Et en voyant tous les livres que j'ai lus à travers les époques, etc., j'ai jamais vu un livre qui parlait d'un salon du livre. Je me dis, ça peut être drôle. Moi, c'est comme ça que je me lance dans un délire. Je me dis, ça peut être drôle et original. Le truc, c'est d'essayer d'avoir une idée, un fil rouge qui peut passionner le lecteur et le tenir en haleine pour que ce soit un minimum divertissant. Parce que à aucun moment, j'ose prétendre transmettre du savoir ou quelque chose de la sorte. C'est juste du divertissement, absolument du divertissement. Je ne suis pas d'accord, mais on va y arriver. Alors, votre démarche, c'est peut-être du divertissement, mais pour un lecteur, disons, attentif, il y a quand même beaucoup d'éléments passionnants et qui vont très loin. Pardon de vous avoir interrompu. Non, moi je vous en prie. Ah, je t'en prie. Je peux te tutoyer ? Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Je te le disais déjà la dernière fois, c'est que moi, ma cible prioritaire, ce n'est pas les gens qui lisent déjà ou qui connaissent les livres ou qui ont l'habitude de lire ces livres-là. Donc oui, ces gens-là, s'ils lisent avec une lecture attentive et s'ils ont les références nécessaires, oui, ils peuvent comprendre pas mal de choses intéressantes qu'ils peuvent interpréter ou même partager le ressentiment que je suis en train d'exprimer. Mais ma cible principale, encore une fois, c'est les gens qui n'ont jamais tenu un livre et sont beaucoup plus nombreux que nous, ces gens-là. Et c'est ces gens-là que j'ai envie d'attirer vers la littérature, et pas spécialement pour qu'ils lisent mes bouquins. Ça peut juste être une porte d'entrée parce que ça peut être simple, ça peut paraître accessible, mais plus tard pour découvrir tous les joyaux qui peuvent exister dans la littérature.
Alors oui, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, hein, mais c'est ce qu'on appelle en arabe sahl al-mumtani', c'est-à-dire ce qui paraît simple à faire, mais qui est très compliqué à reproduire. Et donc, on plonge avec vous dans cette expérience que fut l'apparition de votre premier ouvrage. Et le récit commence déjà au retour de chez l'éditeur. Donc, vous avez appris que, on avance un peu, vous revenez de chez votre éditeur et vous dites, sur la route, le ciel est noir, sans étoiles, mais ce n'est pas grave, j'ai l'impression qu'elles sont toutes dans mes yeux. Ce soir. Et voilà, et vous exprimez cette joie quasi enfantine de l'auteur qui a enfin son premier ouvrage entre les mains. Tout à fait. Encore une fois, moi j'ai la volonté de réaliser un projet, mais je n'ai pas un plan préétabli où je me dis ça va se passer comme ça, où je calcule tout l'itinéraire. Moi je me lance, c'est-à-dire une sabab, c'est de la bonne volonté. Ensuite, il y a une succession d'événements, subhanallah, qui se passent bien et que je ne contrôle pas. Et au final, je me dis, ah, ça s'est bien passé au final, alors que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Même si j'avais espéré, j'avais planifié, je suis surpris à quel point c'est génial. Et tu disais au début que l'un des héros principaux de ce livre-là, c'est moi. Mais c'est faux, c'est pas moi. C'est les autres personnes autour de moi. C'est à ces gens-là et je suis tellement reconnaissant. Et sans eux, s'il manquait une seule de ces personnes-là, le parcours et l'itinéraire ne seraient pas le même. C'est à ces gens-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, je vais te sauter du coq à l'âne. Il n'y a pas de, je vous en prie. Mais il y a un mot qui est récurrent dans le livre qui a failli être son titre, c'est le mot reconnaissant. Absolument. Limite, quand on en parlait avec l'éditrice, que je salue, Nora Bouzida, on en parlait, elle m'a dit ce mot-là, il faut trouver un petit peu un équivalent pour essayer de créer un synonyme, ça peut être saoulant. Redondant. Oui. Redondant, ouais, tout à fait. Et moi, j'ai insisté sur ce mot-là, je lui ai dit, il n'a pas d'équivalent ce mot-là. C'est vraiment un mot que j'ai envie de réutiliser à chaque fois, mais différemment. Mais c'est ce que je ressens au plus profond de mon être envers toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette lutte, je dirais, parce que je considère la littérature un peu comme un combat. Justement, d'ailleurs, premier jour de Sila, et le chapitre s'intitule « Illusion perdue ». Alors, on pense à Balzac, évidemment, et à l'un de ses plus beaux romans, sinon son plus beau roman, du moins à mon humble avis. Et le premier jour, évidemment, on rêve de gloire, on se dit c'est bon, je suis arrivé, je vais signer des ouvrages à tire-larigot, la file va aller de mon stand jusqu'à Babzouar. Et finalement... C'était tout le contraire. Bah oui, c'est la solitude presque... Ouais, c'était la grande solitude. J'étais assis sur une chaise et je voyais le temps passer, défiler. J'ai oublié de manger, de sourire, de m'exprimer, de parler avec des gens. Et j'étais très impatient. Je faisais preuve d'impatience parce que je voyais les gens défiler à travers moi, passer, aller et venir, mais personne ne prêtait attention de s'arrêter, de se dire tiens, ce livre-là, je ne le connais pas, j'ai envie, par curiosité ne serait-ce que de rencontrer ce livre-là. Et ça m'a un petit peu frustré, pour être honnête avec toi, parce que je me suis dit que c'est le premier jour, les gens seront un minimum curieux, même si on ne signe pas de livre, on ne les propose pas, il y a un minimum cette conversation-là, on peut échanger avec eux. Finalement, c'était tout l'inverse. J'ai passé toute la journée dans mes illusions perdues et je suis rentré avec un sentiment d'inachevé. Même si avant la fin de la journée, il y a eu un petit imprévu qui a fait quand même en sorte que ma journée se passe. Oui, et puis surtout, il y a tout ce réseau de solidarité de vos amis, de votre entourage qui se met en place pour promouvoir votre ouvrage. En outre, les illusions perdues, c'est un jeudi. Le lendemain, vendredi, beaucoup plus de monde et ça se passe mieux. Et vous dites d'ailleurs, j'ouvre la fenêtre, il fait beau, encore une journée de plus, je remercie le ciel pour ce cadeau. C'est vrai que là encore, le thème de la reconnaissance, notamment envers Dieu Tout-Puissant. D'où réflexe, toujours la même prière le matin, quand je me lève, puis coup de fil à maman pour lui dire que je l'aime. Entre mes deux passions vitales, j'écris quelques vers, quelques rimes, 2 ou 3 strophes, un poème en me moquant de ceux qui attendent l'inspiration. Madame. Je fais ça. Je crée des problèmes, toi. Débrouillez-vous avec elle après l'émission. Après l'émission. Alors non, mais j'ai beaucoup aimé parce que vous m'avez fait penser à des auteurs comme Monterland qui disent quand je me mets face à la page blanche, j'en fais ce que je veux, ça coule de source. Oui. Je ne suis pas là à attendre passivement l'inspiration. Ça fait penser aussi à une phrase attribuée à Picasso, je ne sais pas si... elle est de lui, mais on la lui attribue. Il dit « L'inspiration existe, encore faut-il qu'elle nous trouve en train de travailler. » Ouais, tout à fait. Et j'ai perdu le fil de mes idées, excuse-moi. Alors, voilà, donc le deuxième jour se passe beaucoup mieux. Oui. Et le livre commence à rencontrer son public. Ouais. Grâce à Archa, grâce à Anas, grâce à tous ses amis. Alors, grâce à Anas, pas trop.
Si, grâce à son humour et à, ses répliques quand même. Mais c'est un flemmard, il passe ses journées à manger, à dormir, mais c'est le plus reconnaissant d'entre nous. Hein. Un bonjour Anas. Principalement grâce à Archa. C'est vraiment... Prénom peu usuel d'ailleurs. Mohamed. D'accord. Donc c'est un surnom, autant pour moi. Oui, c'est un surnom. C'est par rapport au joueur d'Arsenal, Arshavin, si je peux permettre la référence. Oui. Et c'est principalement grâce à lui, vu que le jeudi il travaillait, donc il ne pouvait pas assister. Et vu que le vendredi c'est notre journée de libre, on est parti faire la prière tous ensemble. Et à ce moment-là, on est parti au salon. Il s'est donné l'idée, il m'a dit je vais traîner avec ton livre, rencontrer des gens comme ça au hasard et peut-être le proposer. Ça peut attirer les gens. Et finalement, oui, ça a marché étonnamment. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ils ont même adoré le délire de la couverture et l'originalité de la poésie. C'est les gens, en fait, les lecteurs eux-mêmes n'osent pas aller vers des auteurs qu'ils ne connaissent pas. Certes. Parfois parce que je ne saurais pas l'expliquer tout à fait, mais franchement, je n'ai pas d'idée. C'est-à-dire ce qu'on prend pour du dédain n'est souvent que de la réserve et de la timidité. Tout à fait, complètement. Alors, on va continuer d'explorer cette formidable aventure que vous nous avez fait vivre, celle de la parution d'un premier ouvrage, et que vous nous avez fait vivre avec un talent rare. Cependant, avec votre aimable permission, on va opérer une petite, une petite coupure, un petit intermède, tout aussi poétique, puisque c'est le moment de notre minute mélomane que nous allons découvrir après le jingle. À tout de suite. La Palestine n'est pas seulement l'affaire de la sphère arabo-musulmane, c'est l'affaire de tout être humain qui, justement, ne veut pas renoncer à son humanité et ne veut pas voir triompher la barbarie et la sauvagerie sionnazie, raison pour laquelle un artiste et un chanteur comme Kerry James va écrire « La Palestine résiste, la Palestine existe ». Je vous laisse découvrir ce très beau morceau de poésie et je vous retrouve tout de suite après. C'est la vérité vous effraie. Je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans État. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre? Oui, quelle honte de parler de conflit là où il s'agit de colonisation et de nettoyage ethnique ainsi qu'il se passe en ce moment, notamment dans le nord de la Palestine, à Jabalia. Force et courage à nos frères palestiniens. C'était Kerry James, la Palestine existe, la Palestine résiste et résistera toujours. Et c'est de toute façon dans la défaite que la barbarie jette ses derniers feux et qu'elle est la plus meurtrière, mais la défaite est déjà consommée. Et je reviens avec cette plume vacillante de Sadrina Aissani, vacillante, dansante aussi, on va y arriver. Cependant, on parlait avec l'excellent Mehdi Adrir de ce rapport au lecteur, ce lecteur auquel vous rendez hommage à travers une pièce, c'est-à-dire un poème qui s'intitule « Mes délices ». Oui. Et vous dites « Mon esprit éclectique, quelque peu épileptique, fuit le doute,
qui déroutent. Mes poèmes sont légers, à la mauvaise humeur étranger, et par mes bons offices, livrent de petits délices, un zeste de douceur qui donne du baume au cœur à mes aimables lecteurs. Tout à fait. Vous vous rejoignez dans cette volonté? On se rejoint un petit peu. Bah, c'est normal, entre poètes, on se comprend. Je fais l'effort de vous réconcilier. Voilà, on se réconcilie. C'est pas que la zizanie, ça va. J'ai l'impression que je n'ai pas échappé à la bagarre quand même. Non, ça va, ça va. Non, ça va. Donc, vous rendez hommage justement à ce lecteur. Exact. Et vous montrez aussi que parfois la poésie et l'écriture en général peut être, sans prétention, seulement d'offrir du baume au cœur. Du baume au cœur, et puis c'est avec sa douceur, avec ses rimes et il faut aimer aussi. Certes. Il faut aimer la poésie. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas évident. Oui, et aimer son prochain aussi. Autrement, c'est un exercice d'autocontemplation narcissique. A priori, oui. Bah oui. Et puis aimer soi-même d'abord. Certes. Pour aimer l'autrui. Oui, c'est très important parce qu'en général, le ressentiment qu'on ressent pour les autres, c'est d'abord un manque de reconnaissance. Et oui, la reconnaissance va très loin, c'est un concept notamment développé par Hegel. J'ai parlé de plumes vacillantes et de plumes dansantes. Vous la faites danser d'ailleurs dans une ode à la musique qui s'intitule La Valse. La valse, oui. On pense un peu à Jacques Brel, on pense à beaucoup de... La valse à 3 temps. Voilà. D'ailleurs, probablement, le titre de mon prochain, c'est La valse à 3 temps. Moi, je croyais détenir un scoop et je croyais que le prochain s'intitulerait Calliope. Calliope, oui. Oui, pourquoi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les tiroirs, on verra lequel émergera. Cependant, dans cette valse, qui est une véritable ode à la musique, vous dites « La musique résonne, un air au microphone fait valser mes neurones. Tout feu, tout flamme, mon cœur et mon âme s'emballent et déclament. Un peu d'évasion et de subtiles sensations qui inspirent la passion au rythme de la mélodie, danser jusqu'à l'euphorie pour exorciser les tragédies, suivre la cadence avec grâce et aisance, l'esprit et le cœur en transe. » Ben oui, quand on est dans la poésie, c'est l'inspiration qui valse, c'est la plume aussi. Donc la valse de la plume et de l'inspiration. Oui, c'est une métaphore, c'est aussi une allégorie, oui. Oui, c'est une allégorie. Et la passionnée, la mélomane que vous êtes n'en reste pas là, puisque vous rendez un petit hommage aux notes et vous faites un parallèle justement entre la vie et la musique. Le poème s'intitule Les notes et vous dites « Do à l'unisson tourne le Do. Ré de la gamme diminuée s'est retiré. Mi n'a pas de dièse et sans ami. Fa reste sur la touche, se morfond sur le sofa. Sol, de soubresauts en cabriole, il gît au sol. La, impérieux, donne le La. Si, au bord de l'octave, l'âme en sursis. La vie est une partition dont il faut faire une symphonie. Les joies et les afflictions, le noir et blanc en harmonie. En harmonie, oui, tout à fait. Il faut harmoniser la vie. Certes. Enfin, on essaie d'ailleurs. Donc, il y a la musique, il y a la poésie, il y a la convivialité, c'est un tout. Oui, cette allégorie de la vie perçue comme la musique, c'est aussi ses hauts, ses bas, ses syncopes, ses crescendo. Crescendo, oui. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'il faut savoir maîtriser justement pour être le maestro. Valser. Oui. Voilà. Et pour être le chef d'orchestre de son existence. Bah oui, le chef d'orchestre, qui c'est? C'est bien l'auteur ou bien c'est la plume? Certes, c'est d'ailleurs lorsque tout nous échappe que reste l'art en face duquel on reste quand même maître des choses. Bah oui, pour équilibrer oui, pour sortir un peu du sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir face aux vicissitudes du quotidien. Tout à fait. Vicissitudes du quotidien, et peut-être que la plus grande vicissitude, c'est le deuil, et notamment la perte de l'être cher. Dans un poème très intimiste, dont je ne vais citer que quelques passages pour ne pas vous émouvoir outre mesure, qui s'intitule Alzheimer,
et qui est une ode à votre défunte mère Albert. Vous dites, ton âme s'est envolée vers les cieux rejoindre Dieu. Ton cœur s'est arrêté comme une délivrance. Tu ne pouvais plus résister. Ma peine est viscérale et mon cœur est scellé. Et un peu plus loin dans le poème, qui est l'un des plus longs du recueil, et où vous êtes vraiment épanché, vous avez épanché cette douleur, vous dites, malgré la peine, c'est presque quelque part aussi un soulagement, car c'était une épreuve pour la défunte elle-même qui s'est achevée. Et pour les dents. Pendant 14 ans, j'ai lutté avec elle, la ressusciter à chaque fois, et puis avec beaucoup d'amour aussi. C'est l'amour qui l'a retenue. Quand le malade ressent cet amour-là, donc elle y tient tout en pensant à mettre fin. Donc, et puis elle ne parlait pas, donc je ne sais pas ce qu'elle ressentait au fond. Donc je parlais à travers son regard, elle s'exprimait à travers ses mimiques. Donc je sentais ce qui lui arrivait, c'est le désarroi. C'est pas facile de communiquer avec son silence. J'imagine, oui. Et j'imagine aussi que c'est à partir de là que le besoin d'écrire c'était est devenu impérieux. Oui, ça me soulageait. Hein. C'était en fait, la plume, ça a été mon thérapeute. Hein, parce que dans mon entourage immédiat, j'ai pas eu ce truc-là, ce soutien moral, cette consolation. La consolation et le soutien moral. C'est une délivrance pour elle et tout ça. Oui, mais qu'est-ce que je ressens au fond? D'ailleurs, c'est un thème qui revient très souvent dans votre recueil. Ma plume console. Alors, elle console le lecteur, mais d'abord, le premier concerné, c'est vous-même. Elle me console, beaucoup. Ouais. D'ailleurs, on est de connivence. Hein, il y a une connivence entre nous. Oui, et vous parlez de connivence alors que c'est vous-même le sujet écrivant. C'est comme si vous vous dédoubliez. Oui. Comme si vous embrassiez une sorte de personnalité qui est beaucoup plus courageuse, en même temps beaucoup plus solide et qui maîtrise mieux le cours des événements. En fait, au fond, je suis très très faible, mais je me donne du courage pour aller de l'avant. Pourtant, pour avoir traversé cette épreuve, pendant 14 ans, il fallait quand même il fallait, une force de caractère assez rare. Oui, absolument. C'est pas évident de gérer un Alzheimer. C'est pas évident du tout. Ouais. Alors, il y a ces thèmes-là, il y a beaucoup d'autres thèmes, peut-être qu'on va en découvrir d'autres au cours de l'émission. Cependant, on va se tourner vers un autre poète, vers notre excellent Mehdi Adrir, qui se retrouve le lendemain sur les marches de la gloire. Alors, vous racontez votre première interview avec beaucoup d'autodérision. Donc, c'est une journaliste, mais en fait, c'est sur les réseaux sociaux. C'est un format, en fait, c'est ce qu'on peut considérer une blogueuse finalement, et qui vous propose, en fait, de prendre sur une prise de vue comme ça, pas de questions. Elle vous propose directement de vous lancer à l'eau, et vous dites dans un dialogue intérieur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je n'ai rien répété, et que ce soit Firas, votre éditeur, Archa, votre ami, ou maman, ils me déconseillent tous d'être moi-même avec les gens. Parce qu'ils risquent de vous trouver trop fantasque. Alors, il y a cette première interview, et puis les interviews s'enchaînent, et là, c'est la marche vers la gloire, carrément. Là c'est bon, vous entrez dans le... Ça y est, ouais. Oui. Même à partir du 3e jour, je crois, Archa commence à me taquiner à propos de ça, où je me cachais, je répondais plus au téléphone, le succès me montait à la tête. Et moi, je ne faisais qu'encourager leur délire. C'était à moitié vrai. Cependant, gouailleur comme vous êtes, vous ne manquez pas d'ironiser sur le côté un peu mécanique et blasé des entretiens. C'est-à-dire que pour vous, quand même, c'est censé être un échange humain avec quelqu'un qui, pour vous poser des questions, devrait au moins faire mine de s'intéresser à vous. Et très souvent, vous êtes face à quelqu'un qui est tout simplement
exécute une tâche mécanique, il est là pour ça. Donc, en dernière instance, peu lui importe ce que vous avez produit ou qui vous êtes. Il s'agit juste d'un exercice redondant qu'il fera avec vous comme il fera avec un autre. Et vous employez votre plume mordante à un peu décortiquer ça. Ouais, tout à fait. J'avais l'impression que cette personne-là, que je ne connaissais pas, était venue avec une mission de réaliser tant d'interviews, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas, elle était chargée en mission. Elle marchait avec ses objets orwelliens, les installait, disait à la personne, allez go, 1 minute 30, je rentre avec ça, j'ai fait mon travail, je m'en fous. Et j'avais le sentiment qu'elle avait un désintérêt total envers sa profession, surtout des métiers tels que le journalisme, toi tu t'y connais très bien. Bah, il faut un minimum étudier son travail, même si tu es sur place et tu veux faire des courtes interviews, bah, prends au moins la peine de prendre le livre, de lire la 4e de couverture ou de au moins te poser des questions. Moi, là, même si tu lis pas le livre, tu t'intéresses pas à moi, pose-moi une question. Comment tu t'appelles? Bonjour, il y a un échange. Non, on appuie sur un bouton et vas-y, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Et vu que c'était la première fois et que j'étais pas habitué, moi j'étais complètement perdu, j'ai raconté absolument n'importe quoi. Après, vous avez commencé petit à petit à maîtriser l'exercice. Et donc à prendre un peu plus de recul face à ce monde qui est parfois un peu froid et mécanique. Et vous êtes vraiment d'une férocité jouissive, hein, puisque les auteurs ne sont pas en reste. Vous décrivez votre rencontre avec certains auteurs et vous le faites avec un humour féroce. Vous décrivez certains travers, comme dans ce passage qui illustre à merveille l'égocentrisme de certains écrivains. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on fait souvent aux écrivains et aux artistes en général, d'être un peu perdus dans la contemplation de leur nombril. Et vous dites, je me balade un peu partout. C'est-à-dire, vous avez fini votre signature et tout. D'ailleurs, parfois, au sein même du stand de votre éditeur, il y a des auteurs qui se chamaillent pour savoir qui va signer, qui va s'asseoir, etc. Vous dites, je me balade un peu partout. Je vois des auteurs reconnaissables. Alors, j'aime beaucoup reconnaissable, c'est-à-dire pas célèbre ou reconnaissable. Vous utilisez un terme qui désublime, si je puis dire, la célébrité. Des auteurs reconnaissables, je vais les voir, je les salue et j'échange quelques banalités avec eux. Ils m'exhortent à acheter leurs livres, sûrement pas, me dis-je, en feuilletant leurs élucubrations. Je réponds que je n'ai pas d'argent, que j'aimerais les lire quand même s'ils ont la gentillesse de me les envoyer en version numérique. Ils refusent d'abord, me méprisent ensuite, puis finissent par m'ignorer complètement. Je te promets que c'est vrai au mot près. Ah mais je ne doute pas de la sincérité et du réalisme de la description, et ça vaut aussi bien pour les auteurs reconnaissables que pour les inconnus qui vous fourrent presque de force leurs ouvrages dans les mains. Mais de moi, même avec le temps, enfin, je ne connaissais pas les auteurs, je ne connaissais pas le milieu littéraire, donc quand je commence à découvrir les auteurs, je recevais cette plaidoirie-là où ils m'exhortaient, ils essayaient de me montrer que leur livre était incroyable et qu'il fallait absolument l'acheter, c'était le livre de l'année, il fallait absolument le lire. Moi, je me suis dit que c'était une caractéristique à la personne. Et puis je rencontre une deuxième personne, elle fait la même chose. Je me dis, mais ils sont tous comme ça, ces auteurs. Pourquoi font-ils ça? S'il me plaît, au contraire, c'est par moi-même que j'y vais, je vais m'intéresser à l'auteur, à ce qu'il raconte, à ce qu'il écrit. Au contraire, ça ne sert à rien. Moi-même, je te remercie d'ailleurs de dire autant de bien de Estocade. Moi, j'en serais incapable. Limite, ça me gênerait si quelqu'un viendrait me voir et me dit, voilà ton livre, est-ce que tu peux me parler de lui? Je serais gêné de dire qu'il est bien, ou même s'il l'est. Oui, vous ferez le pitch, tout simplement. C'est-à-dire, voilà ce qu'il contient. Voilà quelle est l'idée. Et justement, face à ce monde très codifié, avec ses préséances et ses rituels, etc., vous dites je n'aime apprendre qu'en m'amusant, autrement je refuse. Je traîne depuis enfant un mépris sans nom pour l'autorité et l'obligation. Et donc vous ne vous laissez pas imposer par tel statut ou tel... Petit, ça me faisait déjà rire d'entendre des adultes amers et déprimés me faire la morale en me donnant des conseils sur la vie ou sur des notions qu'eux-mêmes n'ont pas comprises. J'ai appris tôt à ne jamais écouter ce qu'ils disent, mais plutôt à regarder ce qu'ils font, car j'ai remarqué un grand écart chez la plupart d'entre eux. Depuis, j'ai fait un vœu, surtout ne jamais leur ressembler. Et c'est à la fois très cruel
est très juste. Ouais, très vrai. C'est ce que je ressentais enfant. Et quand je parlais d'apprendre comme amusant, là, je m'inspire de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Il disait que tout bon savoir, on le fait en s'amusant. Si on apprend en étant déprimé ou triste, on ne retient pas grand-chose. Donc ça, c'est pour rendre un petit peu hommage à Jean-Jacques Rousseau. Et Hermann Hesse aussi par rapport à l'autorité. C'est la personne qui m'inspire le plus. C'est le gars envers lequel je ressens le plus de reconnaissance, Hermann. Donc, même au niveau du caractère, au niveau de son existence, de son enfance, je ressens beaucoup de similitudes, alors qu'il a vécu un siècle de décalage. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, après, peut-être c'est. Je ne peux pas généraliser par rapport aux autres personnes, mais moi, dans mon environnement personnel, je voyais beaucoup de personnes qui voulaient mon bien, le souhaitaient réellement et m'exhortaient de faire quelque chose. Moi, je les regardais et je me dis, ces gens-là, je ne vais pas les écouter, ils n'ont rien compris à la vie. Moi, je n'ai pas envie de lui ressembler quand je serai grand. Justement, vouloir le bien, très souvent, pour certaines personnes, vouloir le bien de quelqu'un, c'est en faire une copie de lui-même. Ouais, c'est extrêmement excentrique. Voilà. Donc, en tout cas, on va continuer de découvrir ensemble ces deux magnifiques ouvrages, Plume vacillante et Estocade, cependant, avec votre aimable autorisation. Ouais. C'est le moment, pardon, ça dure à peu près 1 minute, de notre livre de chevet, tout de suite après le jingle, chers amis. Kerry James nous a rappelé qu'il s'agissait non pas d'un conflit, mais d'une entreprise de colonisation et de nettoyage ethnique. Et pour comprendre un tant soit peu la sauvagerie et la relative bonne conscience, parce qu'il y a des officiers qui se suicident, des soldats qui sont malades, et tant pis pour eux d'ailleurs, pour comprendre la bonne conscience avec laquelle les sionazis entament ce génocide, et en tout cas pour les plus délirants d'entre eux, n'en font pas du tout une maladie, il faut comprendre justement cette fabrication de l'ennemi dont on fait ensuite une question existentielle. C'est eux ou nous, il faut l'exterminer. Voilà. Et c'est d'ailleurs le discours que tiennent les sionazis. Et pour comprendre cela, eh bien, on n'a qu'à se pencher vers leurs prédécesseurs, et notamment les exterminateurs français, qui ont théorisé d'abord ce que Olivier Lecourt-Grandmaison appelle ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, cette fabrication de l'autre comme ennemi, comme inférieur, comme sauvage, et qui se fait, tenez-vous bien, de manière savante, notamment par un personnage qui aujourd'hui paraîtrait ridicule, mais qui à l'époque était une grande sommité, à savoir Ernest Renan, qui continue pour certains à être une référence. Que nous en dit Olivier Lecourt-Grandmaison ? En 1883, alors qu'il est devenu, entre guillemets, le dieu de la Troisième République, loué par une majorité qui le considère comme l'un des pères fondateurs du régime politique établi en 1870, pour lequel il a proposé une audacieuse réforme intellectuelle et morale, puis forgé une conception célèbre et toujours influente de la nation. Renan prononce une nouvelle conférence intitulée « L'islam et la science ». Tenez-vous bien, ça va devenir du grand délire. Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de cette religion, leur culture et leur éducation. C'est presque le même délire que les sionazis avec ce qu'ils appellent les Amaleks. Tous ceux qui ont été en Orient ou en Afrique sont frappés par ce cas de fatalement borné l'esprit d'un vrai croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure sa tête, la rend absolument fermée à la science, incapable de ne rien apprendre, ni de s'ouvrir à aucune idée nouvelle. Dit celui qui a tout reçu justement de la sphère et de la civilisation arabo-musulmane, pendant que nageait dans l'ignorance et la barbarie du Moyen-Âge. Quelles sont les causes de cette situation? La religion musulmane, qui a toujours persécuté la science et la philosophie et entravé le libre exercice de la raison, philosophie que nous leur avons transmise, soit dit en passant, le libre exercice de la raison en inculquant à ses adeptes la haine de la connaissance et de la recherche. De là, cette conclusion sans appel de Renan, qui confirme l'infériorité essentielle et la puissance maligne de cette religion. Pour la raison humaine, l'islam n'a été que nuisible. Il a fait des pays qu'il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. Donc c'est quelqu'un qui a oblitéré l'histoire à sa guise. Et
Olivier Lecourt-Grand-Maison ajoute « Remarquable expression de la force des préjugés à l'endroit des musulmans, de leur religion, de leur civilisation et de leur histoire, constitutif d'une islamophobie savante, parée des atours de la recherche érudite. » Et oui, pour faire de la pure propagande et de la pure islamophobie, on se part des oripeaux de la science et de la soi-disant érudition. Je me tourne vers Sadrina Ehsani, cette plume vacillante. On approche de la conclusion de cet entretien qui, pour moi, a été passionnant. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous. Alors, on parlait justement des recueils qui dorment, entre guillemets, dans vos tiroirs. Quelle va être le prochain recueil, quelle va être la prochaine production de cette plume qui, pour être vacillante, n'en reste pas moins chatoyante et très prolifique? Elle vacillera toujours. Elle continuera de vaciller, peut-être probablement avec des haïkus aussi. J'aime bien. Justement, il y a ce qu'on appelle un haïku dans votre recueil. Oui, voilà. Donc, il y en a un seul dans le recueil? Jusqu'au cou. J'aime bien les jeux de mots aussi. Certes, et votre recueil en foisonne. Et donc, peut-être un recueil de haïku bientôt? Possible, probablement, oui. Alors, plutôt Calliope ou la valse à trois temps? Bon, je suis en train de réfléchir. Mais bon, je préfère Calliope. Calliope, c'est la muse de la poésie. On reste toujours dans la poésie. Oui, dans cette thématique. Dans la thématique, voilà. Alors, j'imagine que Plume Vacillante sera disponible aussi là et que vous serez présente pour le dédicacer et pour en débattre avec vos éventuels lecteurs. Pourquoi pas, oui, Inch'Allah. Ces lecteurs auxquels vous proposez justement un baume au cœur avec cette Plume Vacillante de Sadrina Ehsani. Merci beaucoup, Madame Ehsani. Merci également. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, après celui de vous avoir lu. Le plaisir est partagé, Jawad. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, je me tourne vers Mehdi Adrir et son estocade. Alors, vous avez décrit des rencontres avec des auteurs qui étaient un petit peu décevantes, parfois caricaturales. Vous avez aussi décrit des rencontres avec des auteurs qui étaient passionnantes, notamment avec une poétesse, Inès Hayouni, qu'on salue. Et vous dites, je prends un vrai plaisir à l'écouter parler de poésie, de mythologie japonaise et de Palestine. Beaucoup de Palestine. J'envie presque son dévouement. Chacun fait de son mieux à son échelle, me dis-je, pendant que moi, j'y pense 1 heure par jour à tout casser, en prenant un thé et en voulant tout casser. C'est-à-dire, on y pense, on est révolté, et puis on revient à 130 ans, et c'est presque une culpabilité qu'on a, de ne rien faire d'autre que des indignations stériles. Oui, parce qu'on se sent impuissant. C'est comme... Moi, je ne saurais pas te parler de ce sujet à la télévision. Je ne prendrais pas le risque de dire un seul mot parce que c'est un sujet qui me met en colère très rapidement et qui me fait sortir de mes gants. Donc, je risquerais de perdre mon calme. J'imagine. Et je sais juste que Dieu a un plan et qu'il est inéluctable. Donc, quoi qu'ils fassent les sionistes, ils sont déjà dans la défaite, comme tu es en train de le dire. C'est cuit pour eux. Alors, pour conclure cet entretien, qui j'espère être agréable pour vous, pourquoi Estocade ? Je vous ai lu vraiment attentivement du début à la fin. Beaucoup d'hypothèses me sont venues en esprit. Cependant, pour ne pas vous faire dire ce que vous n'avez pas voulu dire, qu'avez-vous voulu entendre par ce titre, somme toute énigmatique, et qui ne renseigne en rien sur le contenu de l'ouvrage? Il faut vraiment plonger dedans. Absolument. Même la 4e de couverture n'aide pas beaucoup. C'est de pire en pire. Voilà, c'est vraiment de pire en pire, oui. Alors, ce livre a été écrit et imaginé pour un moment précis. C'est-à-dire c'est un livre que je n'ai pas imaginé dans le temps, c'est pas un livre que j'ai voulu écrire pour quoi que ce soit. C'est un livre en fait pour moi qui immortalise un moment de notre vie. Ce salon-là, je l'ai vécu avec mes amis Karim, Nas, Archa, etc. Et ces gens-là, c'est un moment où ils habitent tous ensemble, c'est temporaire. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, là, en 2025, ce groupe-là il ne sera plus le même. Donc j'ai voulu leur rendre hommage et me dire que ce livre-là a immortalisé des caractères, des moments, des délires, si tu veux. Et pourquoi je l'ai appelé Estocade? Parce que je l'ai écrit principalement pour participer à un concours. Et Estocade, par définition, ça veut dire une attaque soudaine et décisive. C'est vrai qu'elle a été soudaine, mais malheureusement, n'a pas été décisive. Elle a été en tout cas décisive puisqu'elle a dépassé son contexte de création. Car vraiment, en vous lisant, vous dites c'est pour une période particulière. Cependant, en vous lisant, on trouve une ode à l'amitié, une ode à l'écriture, une ode à la poésie, une ode à la reconnaissance et à la foi.
Et puis surtout, tout auteur qui souhaite s'engager dans ce domaine-là ou qui s'y est engagé, il trouvera vraiment des réflexions drôles, très subtiles, très profondes, et puis surtout revivra ou vivra avec vous, s'il n'y est pas encore parvenu, ce parcours du combattant que représente la parution d'un premier ouvrage, parcours du combattant avec ses défaites, mais aussi ses victoires, et en dernière instance, cette reconnaissance qu'on a pour ce lecteur, ce semblable, ce frère, comme disait Baudelaire, avec lequel on va conclure. Merci beaucoup Mehdi Adrir. Estocade, un véritable plaisir. Cette plume vacillante de Sadrina Issani vous attend aussi là, ainsi qu'Estocade. Et puis moi, je vous attends, comme d'habitude, la semaine prochaine, avec toute ma reconnaissance pour votre fidélité. Excellente fin de soirée.